L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 5. La toilette. Un jour, un homme qui voyageait m'a pris pour une curiosité du pays, et m'ayant vu de loin, est accouru au galop de son cheval. Son étonnement a été extrême, quand il a reconnu que j'étais vivant. Il a mis pied à terre, et s'adressant à ma mère, lui a demandé respectueusement si elle voulait bien lui indiquer l'adresse du tailleur, qui avait fait mon vêtement. « C'est moi, a-t-elle répondu, rougissant d'orgueil. Le cavalier est reparti, et on ne l'a plus revu. Ma mère m'a parlé souvent de cette apparition, de cet homme qui se détournait de son chemin pour savoir qui m'habillait. Je suis en noir souvent, rien ne m'habille comme le noir. Et en habit, en frac, avec un chapeau haut de forme, j'ai l'air d'un poil. Cependant, comme j'use beaucoup, on m'a acheté, dans la campagne, une étoffe jaune et velue, dont je suis enveloppé. Je joue l'ambassadeur Lapon. Les étrangers me saluent, les savants me regardent. Mais l'étoffe dans laquelle on a taillé mon pantalon se sèche et se racornit, m'écorche et m'ensanglante. Hélas, je vais non plus vivre, mais me traîner. Tous les jeux de l'enfance me sont interdits. Je ne puis jouer au bar, sauter, courir, me battre. Je rampe seul, calomnié des uns, plaint par les autres. Inutile. Et il m'est donné, au sein même de ma ville natale, à 12 ans, de connaître, isolé dans ce pantalon, les douleurs sourdes de l'exil. Madame Vingrat y met quelquefois de l'espièglerie. On m'avait invité pendant le carnaval à un bal d'enfants. Ma mère m'a vêtue en charbonnier. Au moment de me conduire, elle a été forcée d'aller ailleurs, mais elle m'a mené jusqu'à la porte de Madame Puissegat, chez qui se donnait le bal. Je ne savais pas bien le chemin et je me suis perdue dans le jardin. J'ai appelé. Une servante est venue et m'a dit « C'est vous le petit Chouflou qui venez pour aider à la cuisine ?» Je n'ai pas osé dire que non, et on m'a fait laver la vaisselle toute la nuit. Quand le matin ma mère est venue me chercher, j'achevais de rincer les verres. On lui avait dit qu'on ne m'avait pas aperçu. On avait fouillé partout. Je suis entrée dans la salle pour me jeter dans ses bras, mais à ma vue, les petites filles ont poussé des cris. Des femmes se sont évanouies. L'apparition de ce nain qui roulait à travers ses robes fraîches parut singulière à tout le monde. Ma mère ne voulait plus me reconnaître, je commençais à croire que j'étais orphelin. Je n'avais cependant qu'à l'entraîner et à lui montrer dans un coin certaines places couturées et violacées, pour qu'elle criât à l'instant « C'est mon fils !» Un reste de pudeur me retenait. Je me contentai de faire des signes, et je parvins à me faire comprendre. On m'emporta comme on tire le rideau sur une curiosité. La distribution des prix est dans 3 jours. Mon père, qui est dans le secret des dieux, sait que j'aurai des prix, qu'on appellera son fils sur l'estrade, qu'on lui mettra sur la tête une couronne trop grande, qu'il ne pourra ôter qu'en s'écorchant, et qu'il sera embrassé sur les 2 joues par quelque autorité. Madame Vingrat est avertie, et elle songe. Comment habillera-t-elle son fruit, son enfant, son Jacques ? Il faut qu'il brille, qu'on le remarque. On est pauvre, mais on a du goût. Moi d'abord, je veux que mon enfant soit bien mis. On cherche dans la grande armoire où est la robe de noces, où sont les fourreaux de parapluie, les restes de jupe, les coupons de soie. Elle s'égratigne enfin à une étoffe criante, qui a des reflets de tigre au soleil, une étoffe comme une lime, qui exaspère les doigts quand on la touche, et qui flambe au grand air comme une casserole, une belle étoffe vraiment, et qui vient de la grand-mère, et qu'on a payée à prix d'or. Oui, mon enfant, à prix d'or dans l'ancien temps. Jacques, je vais te faire une redingote avec ça, m'en priver pour toi. Et ma mère ravie me regarde du coin de l'œil, hoche la tête, sourit du sourire des sacrifiées heureuses. J'espère qu'on vous gâte, monsieur. Et elle sourit encore, et elle dodeline de la tête. Et ses yeux sont noyés de tendresse. C'est une folie, tant pis, on fera une redingote à Jacques avec ça. On m'a essayé la redingote hier soir, et mes oreilles saignent.
Mes ongles sont usés. Cette étoffe crève la vue et chatouille si douloureusement la peau. Seigneur, délivrez-moi de ce vêtement. Le ciel ne m'entend pas. La redingote est prête. Non, Jacques, elle n'est pas prête. Ta mère est fière de toi. Ta mère t'aime et veut te le prouver. Te figures-tu qu'elle te laissera entrer dans ta redingote sans ajouter un grain de beauté, une mouche, un pompon, un rien sur le revers, dans le dos, au bout des manches? Tu ne connais pas ta mère, Jacques. Et ne la vois-tu pas qui joue, à la fois orgueilleuse et modeste, avec des noyaux verts? La mère de Jacques lui fait même kiki dans le cou. Il ne rit pas. Ces noyaux lui font peur. Ces noyaux sont des boutons, vert vif, vert gai, en forme d'olive, qu'on va... Voyez si Madame Vingrat n'épargne rien, qu'on va coudre tout le long à la polonaise. À la polonaise, Jacques. Ah, quand plus tard, il fut dur pour les Polonais. Quoi d'étonnant. Le nom de cette nation, voyez-vous, resta chez lui cousu à un souvenir terrible. La redingote de la distribution des prix. La redingote à noyaux, aux boutons ovales comme des olives et verts comme des cornichons. Joignez à cela qu'on m'avait affublé d'un chapeau haut de forme, que j'avais brossé à rebrousse-poil et qui se dressait comme une menace sur ma tête. Des gens croyaient que c'étaient mes cheveux, et ils se demandaient quelle fureur les avait fait se hérisser ainsi. Il a vu le diable, murmuraient les béates en se signant. J'avais un pantalon blanc. Ma mère s'était saignée aux 4 veines. Un pantalon blanc à sous-pieds, des sous-pieds qui avaient l'air d'instruments pour un pied beau, et qui tendaient la culotte à la faire craquer. Il avait plu, et comme on était venu vite, j'avais des plaques de boue dans les mollets et mon pantalon blanc trempé par endroits collé sur mes cuisses. Mon fils, dit ma mère, d'une voix triomphante, en arrivant à la porte d'entrée et en me poussant devant elle. Celui qui recevait les cartes faillit tomber de son haut et me chercha sous mon chapeau, interrogea ma redingote, leva les mains au ciel. J'entrai dans la salle. J'avais ôté mon chapeau en le prenant par les poils. J'étais reconnaissable, c'était bien moi. Il n'y avait pas à s'y tromper, et je ne pus jamais, dans la suite, invoquer un alibi. Mais en voulant monter par-dessus un banc pour arriver du côté de ma classe, voilà un des sous-pieds qui craque, et la jambe du pantalon qui remonte comme un élastique. Mon tibia se voit, j'ai l'air d'être en caleçon cette fois. Les dames que mon cynisme outrage se cachent derrière leur éventail. Du haut de l'estrade, on a remarqué un tumulte dans le fond de la salle. Les autorités se parlent à l'oreille. Le général se lève et regarde. On se demande le secret de ce tapage. Jacques, baisse ta culotte, dit ma mère à ce moment d'une voix qui me fusille, et part comme une décharge dans le silence. Tous les regards s'abaissent sur moi. Il faut cependant que ce scandale cesse. Un officier plus énergique que les autres donne un ordre. Enlevez l'enfant au cornichon. L'ordre s'exécute discrètement. On me tire de dessous la banquette où je m'étais tapi désespéré, et la femme du censeur, qui se trouve là, m'emmène avec ma mère, hors de la salle, jusqu'à la lingerie où on me déshabille. Ma mère me contemple avec plus de pitié que de colère. Tu n'es pas fait pour porter la toilette, mon pauvre garçon. Elle en parle comme d'une infirmité, et elle a l'air d'un médecin qui abandonne un malade. Je me laisse faire. On me loge dans la défroque d'un petit, et ce petit est encore trop grand, car je danse dans ses habits. Quand je rentre dans la salle, on commence à croire à une mystification. Tout à l'heure, j'avais l'air d'un léopard. J'ai l'air d'un vieillard maintenant. Il y a quelque chose là-dessous. Le bruit se répand, dans certaines parties de la salle, que je suis le fils de l'escamoteur qui vient d'arriver dans la ville, et qui veut se faire remarquer par un tour nouveau. Cette version gagne du terrain. Heureusement, on me connaît, on connaît ma mère. Il faut bien se rendre à l'évidence, ces bruits tombent d'eux-mêmes, et l'on finit par m'oublier. J'écoute les discours en silence et en me fourrant les doigts dans le nez, avec peine, car mes manches sont trop longues. À cause de l'orage, la distribution a lieu dans un dortoir dont on a enlevé les lits en les entassant avec leurs accessoires dans une salle voisine. On voyait dans cette salle par une porte vitrée, qui aurait dû avoir un rideau, mais n'en avait pas.
On distinguait des vases en pile, des vases qui pendant l'année servaient, mais qu'on retirait de dessous les lits pendant les vacances. On en avait fait une pyramide blanche. C'était le coin le plus gai. Un malin petit rayon de soleil y avait choisi le ventre d'un de ces vases pour y faire des siennes, s'y mirer, coqueter, danser, le mutin, et il s'en donnait à cœur joie. Adossé à cette salle était l'estrade, avec le personnel de la baraque, je veux dire du collège. Monseigneur au centre, le préfet à gauche, le général à droite, galonné, teinté de violet, panaché de blanc, cuirassé d'or comme les écuyers du siècle Bouthor. Il n'y avait pas de chameau, malheureusement. Je crus voir un éléphant. C'était un haut fonctionnaire qui avait la tête, la poitrine, le ventre et les pieds couleur d'éléphant, mais qui était douanier de son état, ou capitaine de gendarmerie, j'ai oublié. Il était gros comme une barrique, et essoufflé comme un phoque. Il avait beaucoup du phoque. C'est lui qui me couronna pour le prix d'Histoire sainte. Il me dit « C'est bien, mon enfant ». Je croyais qu'il allait dire « papa » et replonger dans son baquet.